Bonjour, Polysécu, épisode technique. Je suis accompagné de Julien. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, merci de m'accueillir. Donc, Julien Didon, je suis de la société Tetris et on est fournisseur de services et notamment d'un produit qui est l'EDR et au sein d'une XR plateforme. Voilà, ça fait à peu près 2 ans que j'ai rejoint les équipes de Tetris et puis voilà, on vend des produits de type Endpoint Detection and Response et Extended Detection Response. Oui, et c'est justement le premier sujet qu'on va aborder ensemble, c'est qu'est-ce qu'un EDR, qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne et comment ça peut être utile dans l'entreprise pour justement se protéger de la menace. Ok. Alors, un EDR, qu'est-ce que c'est? Alors, on va revenir sur l'acronyme du coup. EDR, c'est pour Endpoint Detection and Response. Donc, l'intérêt d'un EDR, j'aime bien faire cette image-là. Un EDR, c'est pour moi comme un sous-marin nucléaire. Il doit rester discret. Il doit tout surveiller, mais il doit être capable d'envoyer des missiles pour bloquer une menace. Donc finalement, si on faisait l'analogie avec le domaine militaire, un EDR, c'est un sous-marin nucléaire qui va protéger les points de terminaison, les endpoints, que ce soit une machine de type workstation, un laptop ou encore un serveur. Ça couvre vraiment l'éventail. Est-ce que ça couvre le mobile? Parce que la question se pose. Les appareils mobiles, comme les téléphones. Alors aujourd'hui, il n'existe aucun EDR pour appareil mobile. Par contre, on retrouve d'autres produits qui sont un petit peu dédiés à faire l'analyse complexe de toutes les applications mobiles ou du comportement. Donc on revient un petit peu sur la brique comportementale, un peu comme l'EDR, et donc c'est couvert par des produits de type MTD pour Mobile Threat Defense. Et au sein d'une XDR, on peut retrouver des produits de type MTD comme nous fournissons d'ailleurs à nos clients. Excellent. Comment fonctionne l'EDR? Justement, tu faisais l'analogie du sous-marin nucléaire, mais il doit avoir des signaux, il doit être capable de voir un certain nombre de choses. Et quels sont ces signaux-là qui vont justement lui servir à opérer? Alors, l'EDR fonctionne comme un sous-marin, donc il reste discret. Il a un ensemble de capteurs. Ces capteurs sont des capteurs d'analyse, que ce soit de l'analyse heuristique, d'analyse Yara pour tout ce qui va s'exécuter en mémoire sans jamais venir écrire quoi que ce soit sur le disque, parce que c'est le meilleur moyen de réussir à rentrer sur un système sans déclencher l'antivirus historique qui était basé 100% sur la signature. Et donc finalement, en fait, l'EDR va vraiment analyser le comportement de la machine. Est-ce que c'est normal que des lignes de commande PowerShell soient encodées, ce genre de choses, ou carrément basé sur finalement un petit peu de l'intelligence artificielle avec un niveau d'apprentissage bas niveau sur le endpoint. Est-ce que ça suit une courbe de comportement normal ou déviante? Et donc c'est en ça que l'EDR va venir finalement capter avec toutes ces sondes les signaux faibles pour venir à terme lancer son missile et stopper une menace qui serait arrivée sur le endpoint. En quoi ça se compare? Tu as fait la mention des antivirus classiques. Est-ce que ceux-ci sont remplacés par l'EDR ou c'est un complément aux antivirus classiques que l'EDR vient faire? Alors, c'est une très bonne question et qui est souvent posée. Je te remercie du coup. Alors, on va refaire un petit peu d'historique. Donc, effectivement, avant, on avait ce qu'on appelle l'antivirus classique. Donc, c'est presque la préhistoire de la sécurité. Ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant que les antivirus existent et donc ils sont basés sur quoi? Sur de la signature. Et donc au fur et à mesure des années, ces bases de signature grossissent parce qu'on a tous les jours des nouvelles menaces qui apparaissent et donc les moteurs antivirus grossissent avec ces nouveaux scénarios de menaces et ils embarquent une énorme base de signature qui grossit tous les jours avec plusieurs centaines de milliers de nouveaux IOC de signature qui font grossir ces bases tous les jours. Alors que l'EDR lui vient extrêmement léger. Il ne se base pas du tout sur la signature. Il ne vient pas remplacer un antivirus classique. Il vient compléter l'arsenal défensif. L'EDR, grâce à ses sondes, va finalement analyser le comportement. Mais si c'était déjà une menace connue, elle aurait été finalement nettoyée par l'antivirus classique parce qu'il le connaissait déjà. Et donc finalement, l'EDR n'interviendrait pas puisque l'antivirus classique aura déjà fait le travail de nettoyage et c'est tant mieux. Par contre, dès qu'on va attaquer des scénarios de menaces avancées avec des zero day, avec des menaces inconnues, on peut crafter un binaire malicieux malheureusement en 30 secondes aujourd'hui. Et ben c'est l'EDR
qui va faire office parce que justement, soit il ne va pas y avoir d'écriture de disque, donc un antivirus classique va travailler sur l'écriture de disque, pas l'EDR. L'EDR va travailler sur le comportement de la machine et par exemple une exécution de mémoire, une attaque dite fileless, l'EDR va être capable de la détecter et de la remédier si d'aventure réellement on est face à une cyberattaque ou de laisser passer si finalement c'est un comportement normal du système d'information. Est-ce qu'on retrouve la combinaison de ces produits-là, l'antivirus classique et l'EDR, sont maintenant dans le même produit ou c'est encore deux produits distincts dans lesquels on doit malheureusement gérer de façon distincte également? Là? Alors, ça dépend des acteurs. Alors, il y a des acteurs qui sont des pure players EPP historiques, donc antivirus classique, et qui ont fait, au cours de ces dernières années, un petit virage pour apporter une petite brique EDR et finalement venir aussi faire du comportemental derrière. Et après, il y a d'autres acteurs comme nous, où on est des pure players EDR depuis plusieurs années déjà, et où à l'inverse, on commence à venir apporter une petite brique basée sur de la signature, type antiviral classique. Et donc, aujourd'hui, un EDR ne va pas remplacer un antivirus classique, et un antivirus classique ne va pas venir remplacer un EDR. C'est plutôt deux outils complémentaires qui sont souvent sous forme de deux agents. Mais pour autant, en fait, on peut très bien imaginer à terme d'avoir plus qu'un seul agent, modulo la capacité de cet agent à grossir, parce que l'intérêt, par exemple, de l'EDR que je porte aujourd'hui, c'est que c'est un client extrêmement léger, donc c'est un micro sous-marin nucléaire, ce qui fait qu'il est même compatible sur des OS complètement obsolètes. Je vais parler de d'XP de 2003, qu'on retrouve encore dans le monde industriel. Voilà, et donc il faut continuer de les protéger. Et bien souvent, sur ces équipements-là, malheureusement, ils ont des faibles ressources. On parlait de à peine 1 giga de mémoire à l'époque, des mono-CPU. Typiquement, les EPP du marché aujourd'hui ne sont pas compatibles avec ce type de produit parce qu'ils arrivent, il faut 2 gigas d'espace sur le disque, il faut une capacité de mémoire impressionnante. Ça fait tourner X services en parallèle et donc du coup, ça diminue les performances de ces machines. Alors que l'EDR est un client extrêmement léger. Et du coup, on va juste faire de l'analyse de ce qui est en train de se passer et donc ne nécessite pas des ressources importantes. Donc, on a préféré garder finalement de notre côté deux produits séparés et de ne pouvoir installer pour venir protéger les clients qu'en fonction de leur maturité cyber, en fonction du contexte spécifique, déployer les outils nécessaires à l'arsenal défensif finalement de l'entreprise. Très intéressant, justement, puis ça démystifie un peu la distinction entre ces deux univers-là. Puis oui, effectivement, dans l'industriel, il y a encore des affaires, ou dans le médical aussi, il y a encore des choses qui sont maintenant, malheureusement, on trouve très désuètes, mais qui ont quand même besoin d'être protégées. Le type de signaux qui sont faits sont analysés sur le poste ou sont analysés sur un serveur distant? Et dans quelle mesure ces signaux-là viennent jouer dans l'ensemble et comment ça sert? Une question connexe au SOC. Comment le SOC, justement, va bénéficier de ces signaux-là pour intervenir? Alors, aujourd'hui, l'EDR, c'est un agent autonome. C'est-à-dire, il embarque ses missiles directement sur la machine concernée par une configuration. Finalement, on lui applique une configuration et on lui dit, tiens, si, je sais pas, je vais donner un exemple peut-être très technique. Si tu détectes du PowerShell encodé, tu le tues, tu te poses aucune question. Voilà, parce que justement, c'est potentiellement dangereux. Par contre, l'EDR va dialoguer en permanence avec sa plateforme type XDR, par exemple, s'il y a plusieurs produits de sécurité derrière, et va venir, ça va être la force du cloud. Finalement, l'EDR va envoyer les signaux qu'il a collectés. Est-ce que c'est une alerte, pas une alerte? Il va informer la XDR de ce qu'il a fait. Est-ce que j'ai tué? Est-ce que je n'ai pas tué le processus? Est-ce que c'est juste une information? Tiens, c'est peut-être des commandes légitimes dans le système d'information, des WAMI, des NetExe, donc qui sont dans des scénarios d'attaque souvent une phase de reconnaissance, mais qui sont pour autant des binaires légitimes. Donc ça va venir nourrir cette plateforme. Et les analystes SOC, ils vont consommer de cette information-là pour venir lever des doutes ou au contraire pour venir appuyer sur le fait qu'on est vraiment face à un incident, que c'était peut-être malheureusement latent depuis un certain temps et qu'on est venu tuer la menace parce qu'on est arrivé à un scénario de risque inacceptable avec une campagne de chiffrement, on va dire comme ça, mais en général une campagne de chiffrement au moment où l'ensemble des données sont chiffrées, voire une double extorsion, c'est-à-dire qu'en plus elles ont été volées, donc exfiltrées avant.
au moment où on va chiffrer l'ensemble de ces machines, malheureusement, la menace se sera déployée sur l'ensemble déjà du système d'information. Et donc, au même instant, au même moment, toutes les machines s'arrêtent de fonctionner. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on était face à une cyberattaque. Et donc, pour se prémunir de ça, l'ensemble des sondes de l'EDR nourrissent en permanence la plateforme XDR, ce qui fait que même sur des signaux faibles, et bien que parfois il n'y ait pas encore de kill à ce niveau-là, les analystes SOC, donc l'intelligence humaine, consomment de la XDR qui elle-même est 100% automatisée, mais on vient consommer finalement de l'humain justement pour faire ces analystes à haute valeur ajoutée. Justement, tu mentionnes XDR. En quoi le XDR se distingue de l'EDR seul? En quoi il interagit? C'est quoi dans le paysage du SOC dans ce cas-ci? Ces deux outils-là collaborent ensemble pour arriver à une meilleure sécurité? Dans une XDR, une bonne XDR, on va dire ça comme ça, va embarquer un certain nombre d'IOC présentes et qui ne sont pas embarquées dans l'EDR. C'est-à-dire que l'EDR va venir interroger sa XDR. Est-ce que tu connais cette empreinte? Est-ce que tu connais cette IOC, cette adresse IP, cette empreinte de binaire, cette empreinte de DLL? Et donc, c'est des requêtes online à l'instant présent, automatisées. Et donc, ça va venir finalement aider l'agent EDR à prendre sa décision. C'est pour ça qu'on peut distinguer deux modèles, le modèle online et le modèle offline. Si je n'ai pas cette capacité à venir interroger la XDR, on va considérer que l'EDR est en mode offline. Dans cette condition, on peut très bien mettre en place du hardening du poste pour ne pas laisser s'exécuter un ensemble de commandes du système d'information. Parce qu'on n'a pas la confiance du cloud, on n'a pas la force du cloud avec les millions d'IOC qui sont présents dans la CTI, avec les hautes capacités de détection des sandbox, notamment par exemple. Un binaire inconnu, c'est potentiellement dangereux. Il faut une aide, et cette aide elle va venir de la XDR. La XDR va venir faire détonner dans des sandbox dédiés une DLL, un exécutable, ou tout autre type de fichier qui potentiellement pourrait être dangereux. On va prendre le cas de figure d'attaques qui sont assez faciles à mener, bien que ça devienne de plus en plus rare de recevoir des pièces jointes dans les mails. On a encore des scénarios d'attaque où on reçoit un email sur des campagnes de phishing très très larges, avec des pièces jointes piégées, ou parfois pas encore piégées, mais qui vont venir requêter un site web pour venir télécharger le code actif, etc. Et en fait, c'est en ça que les sandbox vont être très utiles, c'est-à-dire que finalement, ce document va être détonné dans une sandbox et uniquement le script. Pas forcément la data finalement la data peut-être même de la propriété intellectuelle d'une entreprise. C'est uniquement le script actif qui serait détonné en sandbox pour donner un score, le renvoyer à l'EDR et que l'EDR, en ayant fait son travail légitime de suspendre l'exécution du processus, une fois qu'il a l'info, c'est dangereux, c'est pas dangereux, de soit remédier, soit de laisser passer et laisser consommer ce document. En ce moment, on parle beaucoup de pénurie de talent dans le monde de la cyber. C'était peut-être un CV qui avait été reçu. Il est peut-être légitime, mais il était peut-être pas légitime, on ne sait pas, c'était peut-être une menace. Mais même dans un PDF, on sait qu'on peut faire des attaques. Donc voilà, ça serait dommage que le CV d'un futur talent du monde de la cyber ne puisse pas arriver dans le bureau des RH d'une grande entreprise et venir aider cette entreprise à protéger cette entreprise. Effectivement, puis là, tu mentionnes le volet, tout le fait qu'il y a de la détonation qui se fait en sandbox. Là, la préoccupation de la souveraineté numérique s'impose dans cette réflexion-là. En quoi ce fichier-là est transmis et comment, justement, dans votre cas, parce que j'imagine que ceux des autres compagnies ne vous regardent pas, que vous traitez justement cette information-là et comment elle vit dans l'ensemble. Là, tu mentionnais qu'il y a juste le script, mais normalement, le fichier quand même dans son ensemble est remonté jusqu'à la sandbox. Et où est située cette sandbox-là? Alors du coup, j'ai parlé que d'un point de vue Tetris, là, 100% technologique. Oui. Tu vas parler de tes technologies. Voilà. Alors, l'outil technologique de Tetris sur la partie sandbox, on s'attarde vraiment à tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est-à-dire à aucun moment le document, le PDF, le document Word, l'Excel ou peu importe, va être uploadé au sandbox. Parce que potentiellement, il détient des secrets de l'entreprise qu'on protège. Et donc, on ne veut pas que ça se retrouve sur le web, on ne veut pas que
qu'on puisse dire, en tant qu'administrateur, vous pouvez accéder à nos documents, etc. Donc c'est extrêmement important pour nous, Tetris. Et donc uniquement le code actif va être extrait de ces documents-là. Comment c'est fait? Tout simplement, on va pas s'attacher à savoir déjà est-ce que c'est une extension, un point .docx, un point .xls, je sais pas, un point .pdf. Le moteur EDR, via ses capteurs, va analyser que contient réellement le fichier. Est-ce que c'est réellement un document de type Office ou pas? Ou finalement, est-ce que c'est un binaire qui est caché? Parce que c'est très facile de s'appeler avec une extension particulière et de ne pas être cette extension particulière. Et en fonction de ça, donc si on va parler d'un document Office par exemple, si c'est un document Office avéré, ok, c'est un document Office, on va uniquement venir récupérer un VB script ou ce qu'il y a derrière. Et c'est uniquement cette partie-là qui va être envoyée au sandbox et qui sera détonnée dans un document complètement aléatoire, créé de toutes pièces par la technologie Tetris, avec le code actif derrière et pour voir ce que fait réellement ce code. Est-ce qu'il touche des bases de registres? Tiens, peut-être des IOC intéressants. Est-ce qu'il crée des processus? Est-ce qu'il fait des appels en mémoire pour aller toucher un LSASS ou ce genre de choses? Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a tellement de façons de venir pirater un système d'information que voilà comment on fait Tetris aujourd'hui. On vient vraiment uniquement récupérer le code actif et pour qu'à aucun moment la propriété intellectuelle de nos clients ne se retrouve exposée dans une zone, même une zone privée pour nos clients, mais ne se retrouve exposée à Internet. Très intéressant, très pertinent. Moi, ça fait un premier tour d'horizon de ça, mais ce soir, on va s'en reparler pour approfondir les différents volets, dont ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas couvert, que tu aimerais couvrir pour terminer le sujet? Là, comme ça, brièvement, non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses autour de ces sujets EDR, XDR, et des façons de protéger un système d'information. Il y a plein d'autres briques qui vont rentrer en jeu parce que ce que je dis toujours, c'est la priorité absolue, c'est de vous équiper d'un sous-marin nucléaire parce que c'est la première ligne de défense finalement sur un système d'information, les endpoints, parce que malheureusement, il faut protéger le système d'information de l'action humaine. On va toujours essayer de faire en sorte que l'humain, qui ait les accès légitimes au système d'information, clique, mène une action pour nous en tant qu'attaquants, on va dire ça comme ça, pour pouvoir pénétrer le système d'information. Donc c'est vraiment la première brique de sécurité, mais pour autant ce n'est qu'une des briques de sécurité qui va protéger le système d'information, et c'est pour ça que le terme XDR est apparu aussi, parce que finalement ça doit être à minima, une XDR doit piloter à minima 3 solutions de sécurité, et donc on va construire le mur en mettant plusieurs briques de sécurité pour limiter les risques. Et donc l'EDR pour moi c'est la première brique, mais après il ne faut pas négliger non plus toute la partie réseau, sur lequel on peut parfois détecter des tentatives d'exécution de CVE connus ou de comportements, on va dire, un petit peu suspects. Mais il y a aussi tout le pendant réseau qu'il va falloir prendre en compte. Et donc pas uniquement s'appuyer sur j'ai protégé mon parc au niveau des endpoints, c'est bon, je suis serein, non. Il y a aussi d'autres aspects, et notamment des aspects parce que sur un système d'information, on a parfois des équipements sur lesquels on ne peut pas déployer de endpoint, et donc il va falloir regarder au niveau du réseau autour d'eux, et donc on va venir nourrir la XDR avec tous ces points de collecte, toutes ces sondes, pour justement diminuer le risque cyber dans l'entreprise. C'est une excellente mise en bouche. Très hâte qu'on aborde ces sujets connexes qu'on va pouvoir approfondir. Je te remercie énormément pour ton temps, puis j'ai l'impression d'avoir énormément de plaisir à justement continuer à explorer ces choses-là, puis à descendre beaucoup plus précis et très profondément dans ces sujets-là. Merci. Merci à toi.